Si vous êtes coutumier, des longues introspections, des tentatives de réflexion, des questionnements incessants, vous le savez bien, penser rend triste. Ou du moins, il y a dans la pensée un insondable fond sombre qui ne manque pas de nous emporter au loin et nous laisse toujours avec une certaine mélancolie au fond de l'esprit. Quand on y pense, cela n'a rien de logique ni d'évident. Pourquoi l'homme qui s'efforce de penser devrait-il nécessairement être un homme plus triste que les autres? Pire encore, nous serions donc condamnés à la tristesse, puisque nous ne pouvons pas vraiment arrêter de penser. Certains mystiques et philosophes s'y sont essayés, en pensant le néant ou en atteignant certains états méditatifs particuliers. Mais quand bien même ces procédés s'avéraient fonctionnels, ceux-ci ne font que suspendre, au prix d'un gigantesque effort de concentration, le flot incessant des pensées, quelques fugaces instants. En réalité, l'homme naît comme être pensant et ne s'arrête de penser, probablement, qu'à sa mort. Mais alors, comment expliquer cette tristesse de fond, sine qua non de la pensée, ce fond sombre, résiduel et permanent? D'où vient-il? L'homme est-il condamné à la mélancolie? Et que pouvons-nous faire pour lutter contre cette tristesse? Aujourd'hui, à partir de l'ouvrage du philosophe George Steiner sur les 10 raisons possibles à la tristesse de penser, je vous propose de répondre à ces questionnements fondamentaux en explorant 3 niveaux de mélancolie et surtout d'apprendre à combattre cette tristesse à partir de 2 armes très concrètes contre la mélancolie de la pensée. Bienvenue au Dolmen. Le problème de l'homme triste, car penseur, intellectuel ou simplement plus réfléchi que les autres, n'est pas nouveau. En fait, il se retrouve sous diverses variations tout au long de l'histoire des idées. Aristote y consacre de très belles pages dans son Problème 30. Abordant le paradoxe de la mélancolie, il se demande: pour quelles raisons tous ceux qui ont été des hommes d'exception en ce qui regarde la philosophie, la science de l'État, la poésie ou les arts, sont-ils manifestement mélancoliques? Autant dire que la question n'est pas nouvelle. Dans son livre, le philosophe George Steiner tente de dresser un tableau de ces multiples raisons qui font de la pensée une compagne profondément mélancolique. J'ai extrait et résumé pour vous 3 grandes idées de ce livre. 3 niveaux de mélancolie qui m'ont paru les plus éclairants pour répondre à ce dilemme. Libre à vous par la suite de vous plonger dans les autres si le sujet vous intéresse, le lien du livre est en description. La première raison à la tristesse de penser tient à la nature même de celle-ci. Karl Marx a écrit quelque part « L'humanité ne se pose jamais que des problèmes qu'elle est capable de résoudre. » La pensée, à travers les siècles, semble pourtant nous crier précisément l'inverse. L'homme semble obsédé par l'étude des questions auxquelles il ne peut pas répondre. La pensée n'apprécie pas de s'attaquer à des problèmes simples, elle préfère largement les questions impossibles. Plus encore, elle aime à concevoir l'inconcevable. Et à ce petit jeu, nous sommes excellents. Nous sommes capables de tout penser, d'imaginer des univers différents, de modifier les règles de la physique élémentaire, de repousser toujours plus les bornes logiques. On nous explique l'origine de l'univers par le Big Bang, et même l'enfant répond « oui, mais avant ». Notre psyché est conçue comme une machine qui joue avec l'infini. Elle peut décréter que le temps existe ou n'existe pas, que la mort est une fin ou bien peut-être un début. Bref, nous possédons le don ou la malédiction d'un infini de poches, accessible le plus simplement du monde, en pensant.
Mais cet infini est aussi froid qu'il est riche. Car malgré tout, nous semblons incapables, après plus de 300 000 ans à y réfléchir, de nous mettre d'accord sur des réponses simples à apporter à nos 3 grands questionnements initiaux. Pourquoi la vie? Comment la vie? Et qui a créé la vie? La première raison expliquant la tristesse que comporte la pensée vient donc probablement de ce paradoxe. Tout nous est accessible. Et pourtant, rien ne nous permet d'être certains de la véracité des représentations mentales que nous nous faisons de l'univers et de sa supposée cohérence. La pensée offre une multitude de réponses, sans aucun pilier stable. Nous devons faire l'effort de croire à nos idées, alors que nous aimerions bien que notre pensée le fasse pour nous. Autrement dit, la pensée est toujours accompagnée d'un certain doute, puis d'une violente frustration, qui nous plonge dans une mélancolie soudaine. Un éternel possible, bienveillant et permissif, mais sans certitude durable. Voilà tout ce que semblent nous offrir nos esprits. Mais ce n'est pas tout. Nous devons ajouter une seconde raison, un second niveau mélancolique, qui me concernant, m'a toujours paru d'un infini tragique. La pensée est à la fois notre trésor le plus précieux et le bien le plus commun et banal du monde. Je m'explique. Vous le savez bien, quand tout chavire dans nos vies, nous aimons à retrouver la chaleur réconfortante de nos esprits. Cet endroit souverain où personne ne peut pénétrer, où nous touchons peut-être ce qu'il y a de plus proche d'une liberté pure. Ma pensée sera toujours ma pensée, dissimulée au reste du monde. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, la pensée est l'acte le plus banal au monde. Quand on y réfléchit, nous sommes tous extrêmement semblables. Nous nous croyons particuliers simplement car nous n'accédons jamais à la pensée d'autrui. Mais toutes nos sensations, même et peut-être surtout les plus intimes, toutes nos pensées, toutes nos idées, sont au fond d'une terrible banalité. Nos peurs, nos plaisirs, nos angoisses ne sont que des motifs qui se répètent et finissent, arrivés à un certain ordre de grandeur, par avouer une vertigineuse redondance. Pire encore, lorsque nous essayons de penser pour créer, nous ne faisons l'énorme majorité du temps que de repasser sur les traces d'autres hommes. Vous pourriez passer l'entièreté de votre vie sur une idée qui vous dit qu'elle n'a pas été grommelée sous forme d'intuition un soir dans une taverne par, disons, un ivrogne. Rien. Au fond, nos pensées sont des clichés privés, rien de plus. Des variations que nous tenons pour l'essence de nos âmes, mais qui ne sont que des produits usagés de l'humanité, des motifs que nous partageons avec l'ensemble de notre espèce. Nos coffres-forts, ce que nous avons de plus précieux, ne contiennent en grande partie que des banalités vues et revues. Et au fond de nous, nous le pressentons. Ce qui ajoute un autre niveau de mélancolie à notre condition. Enfin, avant de proposer des solutions à cette situation, touchons du doigt le troisième et dernier niveau de la mélancolie, les profondeurs. Celui de la pensée comme incommunicable. Celui-ci est relativement simple à saisir. Combien de fois vous êtes-vous trouvé devant l'incapacité, l'impossibilité de communiquer de manière satisfaisante ce que vous pensiez? Combien de « je n'ai pas les mots », de « je ne sais pas trop comment l'expliquer ». Parfois même, traversés par des sensations si fortes, les mots pour vous-même vous manquent. La troisième limite de la pensée vient donc de l'outil même que celle-ci utilise pour s'articuler dans le monde
le langage. Aussi précise, originale, sensible puisse être votre pensée, elle n'existera pas sans mots. Jamais l'artiste comme le poète ne parviennent à retranscrire exactement la pensée. Tout simplement car celle-ci est une perfection qui ne peut que s'abîmer, même imperceptiblement, au contact du monde. Les échanges humains sont ainsi d'éternels échecs, puisque nous ne pouvons pas être aussi précis que nous le voudrions, puisqu'aucun homme ne peut percer la membrane du langage et exprimer la pensée nue, la pensée pure. Penser, c'est toujours, malgré soi, mettre des mots. Et vous le savez bien, rien n'est plus terrible, vague et en même temps abrupt qu'un mot à une pensée précieuse. Certaines choses vibreront toujours dans nos esprits, loin du domaine de l'accessible par le langage, presque imperceptible pour nous et complètement invisible au monde. La pensée ne prend donc corps qu'imparfaitement. Dire est toujours une déception. Voilà qui finit par enfermer nos esprits dans une profonde mélancolie. Résumons ce que nous avons dit jusqu'ici. Penser n'apporte aucune réponse stable. Nos pensées intimes sont en écrasante majorité des lieux communs. Et la pensée, puisqu'elle est forcée d'utiliser le langage pour exister, n'est jamais qu'imprécise et insatisfaisante. Et pourtant, il faut penser. Penser jusqu'à plus soif. Penser comme si nous pouvions faire autrement que de penser. Et je vais conclure en vous exposant 2 armes pour lutter contre ce paradoxe. Nous sommes, comme écrit Steiner, créés, attristés. Et pourtant, il existe des stratagèmes très concrets pour lutter contre ce bruit de fond mélancolique. Mais attention, cette bataille est sans fin. La tristesse est notre fardeau. Nous ne pouvons pas nous en défaire. La pensée sera toujours porteuse d'un certain lot de culpabilité et de néant que nous pourrons, au mieux, maintenir à distance, ce qui est déjà une grande victoire. Notre première arme n'est rien d'autre que le langage. Je le disais tout à l'heure, la pensée est indissociable de l'outil de son expression, qui la contraint et la modèle. Une belle pensée, sans mots, est lettre morte. Aussi, un des remèdes à la tristesse de penser vient de la précision du langage. Trop souvent, nos contemporains se demandent pourquoi leur esprit s'assèche. Ils se sentent seuls et incompris, et se demandent pourquoi. Bien souvent, c'est qu'ils sont incompris. La langue n'est pas une corvée, mais une des plus puissantes armes de l'esprit. Oui, la pensée est par définition toujours imparfaite lorsqu'elle s'exprime. Elle n'est jamais aussi précise que ce que l'on voudrait qu'elle soit. Mais tout cela n'est pas une raison pour la délaisser, et bien au contraire. Refuser de penser par manque de mots, refuser de s'exprimer par manque de précision est une défaite avant la défaite. Le mot n'est jamais parfait, mais il est tout ce que nous avons. Alors forgeons-le, aimons-le et chérissons-le. La précision du langage nous permet de maintenir à distance la mélancolie de l'existence par cette capacité à, malgré tout, toucher les âmes par nos tirs de précision sémantique qui, parfois, passent à travers le filtre déformant de l'expression pour partager une pensée, presque précise, presque même bonne, avec le monde. Le mot juste peut parfois passer la barrière hermétique de nos esprits, nous relier quelques instants et nous donner l'illusion de nous faire comprendre. La tristesse disparaît donc un moment. Qu'est-ce donc que bien parler,
si ce n'est tirer avec précision un trait de mes pensées jusqu'au vôtre. Voilà qui est magnifique et presque déjà suffisant. Vous n'avez le droit de vous plaindre de la limite du langage que si, après bien des essais, cette idée que vous avez en tête reste fondamentalement inexprimable. Mais souvent, vous abandonnez simplement trop tôt. Je refuse personnellement de me laisser aller à la mélancolie de la pensée trop subtile pour être exprimée sans y avoir passé des heures. Première arme. Mais il y a une seconde et dernière arme pour nos esprits. Ne désespérez pas de la possibilité de penser l'original. Cette pensée nouvelle reste très rare, oui, mais elle existe bien. Tout n'est pas que ressassement éternel dans la pensée humaine. Au prix d'une extrême concentration et d'un travail acharné, certains ou certaines d'entre nous peuvent parvenir au début de quelque chose, qu'il faudra alors polir avec toute la délicatesse et le sérieux que l'idée nouvelle exige de nous. Qu'elle soit artistique, intellectuelle, sociale, politique, peu importe. Cette seule possibilité, infiniment rare, mais tout de même du royaume du possible, de la pensée qui perce en dehors de la bulle de l'ordinaire, suffit à balayer le fond de tristesse qui nous ronge. L'énorme majorité des hommes ne fait que ressasser les pensées de l'humanité. Mais certains parviennent à faire émerger une idée non alignée, un début de début. L'homme qui parvient à penser ne serait-ce qu'une idée nouvelle, durant l'entièreté de sa vie, balaye la mélancolie. Il déjoue les règles. Au fond, et en guise de conclusion, admettons-le. La pensée ne nous a jamais rendus aussi tristes que depuis que nous l'avons profondément dépréciée. En rendant tout le monde philosophe et penseur, nous avons désarmé la pensée. Nous n'avons plus maintenant qu'un superbe outil dont nous n'osons plus vraiment nous servir. On nous dit que tout le monde peut penser et que tout le monde pense d'ailleurs. Les intellectuels sont devenus des écumeurs de plateaux télévisés. Les pensées qui infusent dans le monde ne sont plus que de petits jets subjectifs et nerveux postés dans de grandes déchetteries à idées. La pensée comportera toujours un fond de tristesse. Mais le simple fait de la reconsidérer pour ce qu'elle est, un scalpel à monde, un dangereux et magnifique instrument de déstabilisation qu'il faut entraîner, face auquel nous ne sommes pas tous égaux, quoi qu'on en dise, permet de surpasser sa tristesse fondamentale. La tristesse de penser envahit d'autant plus fortement celui qui ne maîtrise pas son principal outil, le langage, et qui a abandonné la première mission de celui qui pense, créer et déstabiliser. La pensée ne se soumettra jamais aux idées de la justice sociale, pas plus qu'elle n'acceptera l'enfermement de la réaction. Elle restera toujours profondément inégalitaire dans son expression la plus fougueuse. Elle ne rend pas de compte, elle ne supporte aucune forme de relativisme. Penser est difficile, triste et exigeant, mais c'est aussi la seule chose à faire. À vouloir faire de la pensée un fourre-tout égalitaire et sans relief, ou au contraire à l'entourer d'ornements poussiéreux de salon, nous n'osons même plus, dans le fond de nos consciences, l'exiger pour nous belle, précieuse, géniale, enviable et inégalable. La pensée meurt sans l'ombre de son ego. Elle est notre plus précieux trésor. Traitons-la comme elle le mérite.
Nous arrivons à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez lire le livre de George Steiner, je vous ai mis encore une fois en description un lien affilié pour vous procurer cet ouvrage. Également, si vous souhaitez soutenir cette chaîne et ce projet, vous trouverez en description mes liens Patreon et Tipeee. Vous trouverez également mon Instagram en description si vous souhaitez être tenu au courant des prochains épisodes, des sujets des prochains épisodes qui arriveront dans les semaines et les jours qui viennent. Et quant à moi, eh bien, il est l'heure de vous dire à la prochaine.